Alors bonsoir, donc je vais continuer Barjavel, la nuit des temps. Là, ils viennent de décongeler la femme, mais elle n'a pas encore, elle n'a pas encore ouvert les yeux, quoi. Donc, attention, suspense. Donc j'y vais. Donc la cave de l'International Hôtel de Londres à l'épreuve de la bombe A, mais pas de la H. Des retombées, mais pas d'un coup direct. Suffisamment solide pour donner satisfaction à une clientèle riche qui exigeait la sécurité en même temps que le confort. Suffisamment visiblement blindé pour inspirer confiance, mais pas pour assurer la protection. Personne, rien ne pouvait rien protéger ni personne. La cave de l'International de Londres, par son architecture, son calfeutrage et son bétonnage, réunissait les conditions idéales de volume, d'insonorisation et de laideur pour devenir un shaker. C'était ainsi qu'on nommait les salles de plus en plus vastes où se réunissaient les jeunes gens et les jeunes filles de tous les degrés de classe, de richesse et d'esprit, pour s'y livrer en commun à des danses frénétiques. Ils et elles, poussés par leur instinct vers une nouvelle naissance, s'enfermaient avant l'expulsion dans des matrices chaudes et demi-obscures où, secoués par des pulsations sonores, ils perdaient les derniers fragments de préjugés et de conventions qui leur collaient encore par-ci par-là, aux articulations, au sexe ou à la cervelle. La cave de l'International de Londres était le plus vaste shaker d'Europe et un des plus chauds. 6000 garçons et filles, un seul orchestre, mais 12 haut-parleurs ioniques, sans membrane, qui faisaient vibrer en bloc l'air de la cave comme l'intérieur d'un saxo-ténor. Et Youni, le patron, le meneur, le coq de Londres, 16 ans, cheveux ras, lunettes épaisses comme des sucres, un œil de travers, l'autre exorbité, Youni qui avait décidé le conseil d'administration de l'hôtel et avait loué la cave. Pas une note ne parvenait jusqu'à la clientèle qui se nourrissait ou dormait dans les étages. Mais elle descendait parfois se faire secouer la tripe et remontait émerveillée et épouvantée par le spectacle de cette jeunesse à l'état de matière première en bouillante gestation. Youni, debout devant le clavier de la sono, dans la chaire d'aluminium accrochée au mur au-dessus de l'orchestre, une oreille cachée par un énorme écouteur en chou-fleur, écoutait tous les orchestres de l'éther, et quand il en trouvait un qui brûlait, le branchait sur les haut-parleurs à la place de l'orchestre. Les yeux fermés, il écoutait. D'une oreille, le bruit énorme de la cave, de l'autre, 3 mesures, 20 mesures, 2 mesures cueillies dans l'insaisissable. De temps en temps, sans ouvrir l'œil, il poussait un cri aigu et long qui grésillait sur le bruit de fond comme du vinaigre dans la poêle à frire. Tout à coup, il écarquilla les yeux, coupa la sono, cria « Listen, listen !» Écoutez, écoutez. L'orchestre se tut. 6000 corps suants se retrouvèrent soudain dans le silence et l'immobilité, tandis que derrière la stupeur, la conscience commençait à leur renaître. Youni continuait. « News of the frozen girl !» Des nouvelles de la fille glacée. Gelée, pardon. Sifflet, injure. « La ferme, on s'en fout, va te la chauffer, qu'elle crève !» Youni cria. « Bande de rats, écoutez !» Il brancha la BBC dans les 12 haut-parleurs, voix du speaker de service. Elle emplit l'air de la cave d'une énorme vibration bien élevée. Nous diffusons pour la 2e fois le documentaire qui nous est parvenu du point 612. Cela constitue certainement la plus importante nouvelle de la journée. Crachotis, silence. Le ciel entra dans la cave avec l'incroyablement lointain frottement de la multitude qui marche pieds nus sur la nuit. Le bruit des étoiles. Puis la voix de Hoover. Comme essoufflé, peut-être de l'asthme, ou le cœur enveloppé de trop de graisse et d'émotion. Ici, EPI, au point 612. Hoover speaking. Je suis heureux, très heureux, de vous lire le communiqué suivant en provenance de la salle d'opération. Le processus de réanimation du sujet féminin se poursuit normalement. Aujourd'hui, 17 novembre à 14h52, temps local, le cœur de la jeune femme a recommencé de battre. La cave explosa en un hurlement. Youni dans la sono hurla plus fort. « Taisez-vous! Vous n'êtes que du boudin! Où sont vos âmes? Écoutez !» Ils obéirent. Ils obéissaient à la voix comme à la musique, pourvu que ce fût fort. Silence, voix de Hoover. Premiers battements du cœur de cette femme ont été enregistrés. Il n'avait plus battu depuis 900 000 ans. Écoutez-le. Cette fois-ci, vraiment, les 6000 se turent. Youni ferma les yeux, le visage illuminé. Il entendait la même chose dans les 2 oreilles. Il entendait silence. Un coup sourd. Poum. Un seul.
Silence. 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 Boum. Silence. Silence. Boum. Foum. 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 Voum. Le batteur de l'orchestre répondit, doucement en contrepoint, du pied avec sa caisse. Puis il ajouta le bout des doigts. Yoni se superposa l'orchestre et les ondes. La contrebasse s'ajouta à la batterie et au chœur. La clarinette cria une longue note, puis s'écroula en une improvisation joyeuse. Les 6 guitares électriques et les 12 violons d'acier se déchaînèrent. Le batteur frappa à tour de bras sur toutes ses peaux. Yoni cria comme d'un minaret « She's awake !» Foum, 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 les 6000 chantaient « She's awake! She's awake !» Les 6000 chantaient, dansaient au rythme du cœur qui venait de renaître. Ainsi naquit le wake, la danse de l'éveil. Que ceux qui veulent danser dansent, que ceux qui peuvent s'éveiller s'éveillent. Non, elle n'était pas réveillée. Ses longues paupières étaient encore baissées sur le sommeil interminable. Mais son cœur battait avec une puissance tranquille. Ses poumons respiraient calmement. Sa température montait peu à peu vers celle de la vie. « Attention !» dit Lebeau, penché sur l'encéphalographe. « Pulsation irrégulière. Elle rêve. » Elle rêvait. Un rêve l'avait accompagnée, recroquevillée, gelée quelque part dans sa tête et maintenant réchauffée. Il venait de fleurir. Fleurir en quelle stupéfiante image, rose ou noire, rêve ou cauchemar. Les pulsations du cœur montèrent brusquement de 30 à 45. La pression sanguine piqua une pointe. La respiration s'accéléra et devint irrégulière. La température grimpa à 36. « Attention !» dit Lebeau. « Pulsation de pré-réveil. Elle va s'éveiller. Elle s'éveille. Ôtez l'oxygène. » Simon souleva l'inhalateur et le tendit à une infirmière. Les paupières de la femme frémirent. Une mince fente d'ombre apparut au bas des paupières. « Nous allons lui faire peur, » dit Simon. Il arracha le masque de chirurgien qui lui cachait le bas du visage. Tous les médecins l'imitèrent. Lentement, les paupières se soulevèrent. Les yeux apparurent, incroyablement grands. Le blanc était très clair, très pur. L'iris, large, un peu éclipsé par la paupière supérieure, était du bleu d'un ciel de nuit d'été, semé de paillettes d'or. Les yeux restaient fixes, regardaient le plafond qu'il ne voyait sans doute pas. Puis il y eut une sorte de déclic, les sourcils se froncèrent, les yeux bougèrent, regardèrent et virent. Ils virent d'abord Simon, puis Moïsov, Lebeau, les infirmières, tout le monde. Une expression de stupeur envahit le visage de la femme. Elle essaya de parler, entr'ouvrit la bouche, mais ne parvint pas à commander aux muscles de sa langue et de sa gorge. Elle émit une sorte de râle. Elle fit un effort énorme pour soulever un peu la tête et regarda tout. Elle ne comprenait pas où elle était. Elle avait peur, et personne ne pouvait rien lui dire pour la rassurer. Moïsov lui sourit. Simon tremblait d'émoi. Lebeau commença à parler très doucement. Il récitait 2 vers de Racine, les mots les plus harmonieux qu'aucune langue eût jamais assemblés. « Ariane, ma sœur, de quel amour blessé !» C'était la chanson du Verbe, parfaite et apaisante. Mais la femme n'écoutait pas. On voyait l'horreur la submerger. Elle essaya encore de parler sans y parvenir. Son menton se mit à trembler. Elle referma les paupières et sa tête roula en arrière. « Oxygène !» ordonna Lebeau. « Le cœur ?» ?»« Régulier. »« 52, » dit un homme jaune. « Évanoui, » dit Van Hook. Nous lui avons fait une grosse peur. Qu'est-ce qu'elle s'attendait donc à trouver si on endormait votre fille et qu'elle se réveille au milieu d'une bande de sorciers papous, dit Forster. Les médecins décidèrent de profiter de son évanouissement pour la transporter à la surface, où une salle plus confortable l'attendait à l'infirmerie. Elle fut introduite dans une sorte de cocon en plastique transparent à double paroi, isolante, alimentée en air par une pompe. Et 4 hommes l'emportèrent jusqu'à l'ascenseur. Tous les photographes de presse quittèrent la salle du conseil pour se précipiter à sa rencontre. Les journalistes étaient déjà dans les cabines radio en train de téléphoner au monde ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils n'avaient pas vu. Le grand écran montrait des hommes jaunes quitter leurs masques de toile, débrancher leurs appareils. Lanson effaça l'image de la salle de travail et la remplaça par celle qu'envoyait la caméra de surveillance de l'intérieur de l'œuf. Léonova se leva brusquement. « Regardez, dit-elle en pointant son doigt vers l'écran. « Monsieur Lanson, centré sur le socle gauche. »
L'image du socle vide pivota, grossit et se précisa derrière le léger voile de brume. On vit alors qu'un de ses côtés manquait. Toute une paroi verticale s'était enfoncée dans le sol, découvrant des sortes d'étagères métalliques sur lesquelles étaient posés des objets de forme inconnue. Dans la salle opératoire, la femme n'était plus là, mais les objets trouvés dans le socle la remplaçaient sur la table de réanimation. Ils avaient repris une température normale. Ils constituaient en quelque sorte les bagages de la voyageuse endormie. Ce n'étaient plus des médecins qui entouraient la table, mais les savants les plus susceptibles, par leur spécialité, de comprendre l'usage et le fonctionnement de ces objets. Léonova prit avec précaution quelque chose qui semblait être un vêtement plié et le déplia. C'était un rectangle de quelque chose qui n'était ni du papier ni de l'étoffe, de couleur orangée avec des motifs jaunes et rouges. Le froid absolu l'avait gardé dans un état de conservation parfaite. C'était souple, léger, tombant. Cela semblait solide. Il y en avait plusieurs, de couleurs, de formes et de dimensions différentes. Sans aucune manche, ni ouverture d'aucune sorte, ni bouton, ni agrafe, ni attache, absolument aucun moyen de les mettre ou de les faire tenir. On les pesa, on les mesura, on les numérota, on les photographia, on en prit des échantillons microscopiques à des fins d'analyse et on passa à l'objet suivant. C'était un cube au coin arrondi de 22 cm d'arête. Il comportait, accolé à une de ses faces, un tube creux disposé selon une diagonale. Le tout était compact, fait d'une matière solide et légère, d'un gris très clair. Oito, le physicien, le prit en main, le regarda longuement, regarda les autres objets. Il y avait une boîte sans couvercle qui contenait des baguettes octogonales de différentes couleurs. Il en prit une et l'introduisit dans le tube creux accolé au cube. Aussitôt une lumière naquit dans l'objet et l'illumina doucement. Et l'objet soupira. Oito eut un petit sourire mince. Ses mains délicates posèrent le cube sur la table blanche. Maintenant l'objet parlait. Une voix féminine parlait à voix basse dans une langue inconnue. Une musique naquit, pareille au souffle d'un vent léger, dans une forêt peuplée d'oiseaux, étendue de harpes. Et sur la face supérieure du cube, comme projetée de l'intérieur, une image apparut. Le visage de la femme qui parlait. Elle ressemblait à celle qu'on avait trouvée dans l'œuf. Mais ce n'était pas elle. Elle sourit et s'effaça, remplacée par une fleur étrange, qui se fondit à son tour en une couleur mouvante. La voix de la femme continuait. Ce n'était pas une chanson, ce n'était pas un récit, c'était à la fois l'un et l'autre. C'était simple et naturel comme le bruit d'un ruisseau ou de la pluie. Et toutes les faces du cube s'illuminaient tour à tour, ou ensemble, montrant une main, une fleur, un sexe, un oiseau, un sein, un visage, un objet qui changeait de forme et de couleur. Une forme sans objet, une couleur sans forme. Tous regardaient, écoutaient, saisis. C'était inconnu, inattendu, et en même temps, cela les touchait profondément et personnellement, comme si cet ensemble d'images et de sons avait été composé spécialement pour chacun, selon ses inspirations concrètes et profondes, à travers toutes les conventions et les barrières. Hoover se secoua, se racla la gorge, tout ça. « Drôle de transistor, dit-il. »« Arrêtez ce machin !» Oito retira la baguette du tube. Le cube s'éteignit et se tut. Dans la chambre de l'infirmerie, chauffée à 30 degrés, la femme nue. La femme, de nouveau nue, était étendue sur un lit étroit. Des électrodes, des plaques, des bracelets fixés à ses poignets, à ses tempes, à ses pieds, à ses bras, la reliaient par des spirales et des zigzags de fils aux appareils de surveillance. 2 masseuses massaient les muscles de ses cuisses. Un masseur massait les muscles de ses mâchoires. Une infirmière promenait sur son cou un émetteur d'infrarouge. Vanouk lui palpait doucement la paroi du ventre. Les médecins, les infirmières, les techniciens, transpirant, dans l'atmosphère surchauffée, énervés par cet évanouissement qui se prolongeait, regardaient, attendaient, donnaient la voix à voix basse leur avis. Simon regardait la femme, regardait ceux qui l'entouraient, qui la touchaient. Il serrait les poings et les mâchoires. « Les muscles répondent, dit Vanouk. On dirait qu'elle est consciente. » Moïsov vint à la tête du lit, se pencha vers la femme, souleva une paupière, l'autre. « Elle est consciente, dit-il, elle ferme les yeux volontairement. Elle n'est plus évanouie ni endormie. »« Pourquoi ferme-t-elle les yeux » demanda Forster. Simon éclata. « Mais parce qu'elle a peur. Si on veut qu'elle cesse d'avoir peur, il faut cesser de la traiter comme un animal de laboratoire. » Il fit un geste de balai vers les 5 personnes réunies autour du lit. « Ôtez-vous de là, laissez-la tranquille, dit-il. » Vanouk protesta, le maudit. « Il a peut-être raison.
Il a fait 2 ans de psychothérapie avec Perrier. Il est peut-être plus qualifié que nous maintenant. Allez, enlevez tout ça. » Déjà, Moïsov ôtait les électrodes de l'encéphalographe. Les infirmiers débarrassèrent le corps étendu de tous les autres fils qui partaient de lui comme d'une proie dans une toile d'araignée. Simon saisit le drap rabattu au pied du lit et le ramena délicatement jusqu'aux épaules de la femme, en laissant les bras dehors. Elle portait au majeur droit, une grosse bague d'or dont le chaton avait la forme d'une pyramide tronquée. Simon prit l'autre main dans les siennes, la main gauche, la main nue, et la tint comme on tient un oiseau perdu qu'on cherche à rassurer. Le beau, sans bruit, fit sortir les infirmiers, les masseurs et les techniciens. Il glissa une chaise près de Simon, recula jusqu'au mur et fit signe aux autres médecins de l'imiter. Vanouk ôta les épaules et sortit. Simon s'assit, reposa sur le lit ses mains, qui tenaient toujours celles de la femme, et commença à parler, très doucement, presque chuchoté, très doucement, très chaudement, très calmement, comme à une enfant malade qu'il faut rejoindre à travers les épouvantes de la souffrance et de la fièvre. « Nous sommes des amis, dit-il. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis, mais vous comprenez que je vous parle comme un ami. Nous sommes des amis. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Vous pouvez regarder nos visages. Nous ne voulons que votre bien. Tout va bien. Vous allez bien. Vous pouvez vous réveiller. Nous sommes vos amis. Nous voulons vous rendre heureuse. Nous vous aimons. » Elle ouvrit les yeux et le regarda. En bas, on avait examiné, pesé, mesuré, photographié divers objets dont on avait compris ou non l'usage. C'était maintenant le tour d'une sorte de gant-mitaine à 3 doigts, le pouce, l'index et un plus large pour le majeur, l'annulaire et l'auriculaire ensemble. Hoover souleva l'objet. « Gant pour la main gauche, dit-il en le présentant à l'objectif de la caméra enregistreuse. Il chercha des yeux celui de la main droite. Il n'y en avait pas. « Rectification, dit-il, gant pour manchot. » Il poussa sa main gauche à l'intérieur du gant, voulut replier les doigts. L'index resta raide, le pouce pivota, les 3 autres doigts solidaires se replièrent vers la paume. Il y eut un choc étouffé, lumineux et sonore, et un hurlement. Le Roumain Ionescu, qui travaillait en face de Hoover, volait en l'air, les bras écartés, les jambes tordues comme projetées par une force énorme, et allait s'écraser contre des appareils qu'il fracassa. Hoover, stupéfait, leva sa main pour la regarder. Dans un fracas déchirant, le haut du mur d'en face et la moitié du plafond furent pulvérisés. Il eut juste le bon réflexe. Juste avant de faire sauter le reste du plafond et sa propre tête, il déplia les doigts. L'air cessa d'être rouge. « Well, now, » dit Hoover, il tenait à bout de bras, comme un objet étranger et horrible, sa main gauche gantée. Elle tremblait. « A weapon. » Une arme, dit-il. La traductrice traduisit en 17 langues. Une arme. Elle avait refermé les yeux, mais ce n'était plus pour se cacher, c'était par lassitude. Elle paraissait accablée par une fatigue infinie. « Il faudrait la nourrir, dit le beau. Mais comment savoir ce qu'il mangeait ?»« Vous l'avez tous assez vu pour savoir qu'elle est mammifère, dit Simon furieux. Du lait !» Il se tut soudain, tous se firent attentifs. Elle parlait. Ses lèvres bougeaient. Elle parlait d'une voix très faible. Elle s'arrêtait, elle recommençait. On devinait qu'elle répétait la même phrase. Elle ouvrit ses yeux bleus et le ciel sembla emplir la chambre. Elle regarda Simon et répéta sa phrase. Devant l'évidence qu'elle n'avait aucune possibilité de se faire comprendre, elle referma les yeux et se tut. Une infirmière apporta un bol de lait tiède. Simon le prit et toucha doucement avec sa tiédeur le dos de la main qui reposait sur le drap. Elle regarda. L'infirmière lui souleva le buste et la soutint. Elle voulut prendre le bol, mais les muscles délicats de ses mains n'avaient pas encore retrouvé leur force. Simon souleva le bol vers elle. Quand l'odeur du lait parvint à ses narines, elle eut un sursaut, une grimace de dégoût, et se recula. Elle regarda autour d'elle et répéta sa même phrase. Elle cherchait visiblement à désigner quelque chose. « C'est de l'eau, elle veut de l'eau, dit Simon, soudain saisi par l'évidence. C'était bien cela qu'elle voulait. Elle en but un verre et la moitié d'un autre. Quand elle fut de nouveau allongée, Simon posa sa main sur sa propre poitrine et dit doucement son nom. « Simon !» Il répéta 2 fois le mot et le geste. Elle comprit. En regardant Simon, elle souleva la main gauche, la posa sur son propre front et dit « Eléa !» sans cesser de le regarder.
Elle recommença son geste et dit de nouveau « Eléa ». Les hommes qui avaient enlevé le corps de Ionescu pour l'emporter avaient eu l'impression de ramasser une enveloppe de caoutchouc emplie de sable et de cailloux. Il avait juste un peu de sang aux narines et au coin de la bouche, mais tous ses os étaient brisés, et l'intérieur de son corps réduit en bouillie. Il y avait plusieurs jours de cela, mais Hoover se surprenait encore à regarder furtivement sa main gauche et à ramener 3 doigts vers la paume, l'index et le pouce tendu. S'il se trouvait alors à proximité d'une bouteille de bourbon ou à la rigueur de scotch, ou même d'un quelconque brandy, il se hâtait d'y puiser un réconfort dont il avait grand besoin. Il lui fallait tout son volumineux optimisme pour supporter la fatalité qui avait fait 2 fois de lui, en quelques semaines, un meurtrier. Il n'avait bien entendu jusque-là jamais tué personne, mais il n'avait non plus jamais tué rien, ni un lapin à la chasse, ni un goujon à la pêche, ni une mouche, ni une puce. L'arme et les objets, non encore examinés, avaient été replacés prudemment dans le socle où on les avait trouvés. Les compagnons reconstruisaient la salle de réanimation et les techniciens réparaient ce qui pouvait l'être. Mais plusieurs appareils étaient entièrement détruits et il faudrait attendre qu'ils fussent remplacés pour commencer les opérations sur le 2e occupant de l'œuf. La femme, Eléa, puisque cela semblait être son nom, refusait toutes les nourritures. On essaya de lui introduire une bouillie dans l'estomac au moyen d'une sonde. Elle se débattit si violemment qu'on dut la ligoter. Mais on ne parvint pas à lui faire ouvrir les mâchoires. Et il fallut faire pénétrer la sonde par une narine. À peine la bouillie fut-elle dans son estomac qu'elle la vomit. Simon avait d'abord protesté contre ces violences, puis s'y était résigné. Le résultat le convainquit qu'il avait eu raison et que ce n'était pas la bonne méthode. Tandis que ses confrères parvenaient à la conclusion que le système digestif de la femme du passé n'était pas fait pour digérer les nourritures du présent, et analysait la bouillie rejetée dans l'espoir d'y trouver des renseignements sur son suc gastrique, lui se répétait la seule question qui, à son avis, comptait. Comment communiquer? Communiquer, lui parler, l'écouter, la comprendre, savoir ce dont elle avait besoin. Comment faire? Serrée dans une camisole, les bras et les cuisses maintenus par des courroies, elle ne réagissait plus. Immobile, les paupières de nouveau closes sur l'immense ciel de ses yeux, elle semblait parvenue au bout de la peur et de la résignation. Une aiguille creuse enfoncée dans la saignée de son bras droit laissait couler lentement dans ses veines le sérum nourrissant contenu dans une ampoule suspendue à la potence du lit. Simon regarda avec haine cet attirail barbare, atroce, qui était pourtant le seul moyen de retarder le moment où elle allait mourir de faim. Il n'en pouvait plus. Il fallait. Il sortit brusquement de la chambre puis de l'infirmerie. Taillée à l'intérieur de la glace, une voie de 11 mètres de large et de 300 mètres de long servait de colonne vertébrale à EPI 2. On lui avait donné le nom d'avenue Amundsen, en hommage au premier homme qui eût atteint le pôle sud. Le premier, du moins jusqu'ici, croyait-on. De courtes rues et des portes du bâtiment s'ouvraient à gauche et à droite. Quelques petites plateformes électriques basses, à gros pneus jaunes, servaient à transporter le matériel, selon nécessité. Simon sauta sur l'une d'elles, abandonnée près de la porte de l'infirmerie, et appuya sur la manette. Le véhicule s'ébranla en ronronnant comme un gros chat, plein de souris. Mais il ne dépassait pas le 15 à l'heure. Simon sauta sur la glace râpeuse et se mit à courir. La traductrice était presque à l'extrémité de l'avenue. La pile atomique venait ensuite, après un virage à 120 degrés. Il entra dans le complexe de la traductrice, ouvrit 6 portes avant de trouver la bonne, répondant d'un geste énervé au « Vous désirez ?» et s'arrêta enfin dans une pièce étroite, dont le mur du fond, le mur de la banquise, était matelassé de mousse et de plastique et tendu de laine. Un autre mur était de verre et un autre de métal. Devant celui-ci courait une console mosaïquée de cadrans, de boutons, de manettes, de voyants, de micros, de poussoirs, de tirettes. Devant la console, un siège à roulettes et sur le siège, Loukos, le philosophe turc. C'était une intelligence de génie dans un corps de docker. Il donnait, même assis, l'impression d'une force prodigieuse. Le siège disparaissait sous la masse des muscles de ses fesses. Il paraissait capable de porter sur son dos un cheval ou un bœuf, ou les deux à la fois. C'est lui qui avait conçu le cerveau de la traductrice. Les Américains n'y avaient pas cru, les Européens n'avaient pas pu, les Russes s'étaient méfiés, les Japonais l'avaient pris et lui avaient donné tous les moyens.
l'exemplaire de pays 2 était le 12e mis en service depuis 3 ans et le plus perfectionné. Il traduisait 17 langues, mais Lukos en connaissait, lui, 10 fois ou peut-être 20 fois plus. Et il avait le génie du langage, comme Mozart avait eu celui de la musique. Devant une langue nouvelle, il lui suffisait d'un document, d'une référence, permettant une comparaison et de quelques heures pour en soupçonner, et tout à coup en comprendre l'architecture et considérer le vocabulaire comme familier. Et pourtant il séchait devant celle d'Eléa. Il disposait de 2 éléments de travail qui étaient là, posés devant lui. Le cube chantant et un autre objet, pas plus grand qu'un livre de poche. Sur un des côtés plats se déroulait une bande lumineuse couverte de lignes régulières. Chaque ligne était composée d'une suite de signes qui semblaient bien constituer une écriture, des images visibles en 3 dimensions représentant des personnes en action, achevaient de faire de cet objet l'analogue d'un livre illustré. « Alors » demanda Simon. Lukos haussa les épaules. Depuis 2 jours, il dessinait sur l'écran enregistreur de la traductrice des groupes de signes qui semblaient n'avoir aucun rapport les uns avec les autres. Cette langue étrange semblait composée de mots tous différents et qui ne se répétaient jamais. « Il y a quelque chose qui m'échappe, grogna-t-il. Et à elle aussi. » Il tapota de sa lourde main le métal de la console, puis glissa une baguette dans l'étui du cube musical. Cette fois, ce fut une voix d'homme qui se mit à parler, chanter. Et le visage qui apparut était un visage d'homme, imberbe, avec des grands yeux bleu clair et des cheveux noirs tombant jusqu'aux épaules. « La solution est peut-être là, dit Lukos. La machine a enregistré toutes les baguettes. Il y en a 47. Chacune comporte des milliers de sons. L'écriture a plus de 10 000 mots différents. Si ce sont des mots, quand j'aurai fini de les lui faire avaler, il faudra qu'elle les compare un à un et par groupe à chaque son et chaque groupe de sons, jusqu'à ce qu'elle trouve une idée générale, une règle, un chemin, quelque chose à suivre. Je l'aiderai bien sûr en examinant ses hypothèses et en proposant. Et les images nous aideront tous les deux. « Dans combien de temps pensez-vous aboutir » demanda Simon avec anxiété. « Peut-être quelques jours, quelques semaines si nous bafouillons. »« Mais elle sera morte » cria Simon. « Ou devenue folle. Il faut réussir tout de suite, aujourd'hui, demain, dans quelques heures. Secouez votre machine, mobilisez toute la base. Il y a assez de techniciens ici. » Lukos se regarda comme Ménuhin eût regardé quelqu'un qui lui demandant de secouer son Stradivarius pour lui faire jouer plus vite un Prestissimo de Paganini. « Ma machine fait ce qu'elle sait faire, dit-il. Ce n'est pas de techniciens qu'elle aurait besoin. Elle en a assez. Il lui faudrait des cerveaux. » Des cerveaux ? Il n'y a pas un endroit au monde où vous en trouverez réunis de meilleurs qu'ici. Je vais demander une réunion immédiate du conseil. Vous exposerez vos problèmes. Ce sont de petits cerveaux, monsieur le docteur, de tout petits cerveaux d'hommes. Il leur faudrait des siècles de discussion avant de se mettre d'accord sur le sens d'une virgule. Quand je dis cerveau, c'est au sien que je pense. Il caressa de nouveau le bord de la console et ajouta « et assez semblable ». Alors, je m'arrête là pour ce soir. Donc, je suis rendue à la page 142. Donc, ce sera la prochaine. Donc, là, j'ai lu de 121 à 142. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et hâte de découvrir tout ce qui se passe avec cette petite Eléa. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Enfin, bonne soirée.